Chapitre 31. Avis de tempête. Dans la forêt, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Tout en étant remarquablement stable et traversant souvent plusieurs siècles sans modification notable, l'écosystème forestier n'en est pas moins exposé aux catastrophes naturelles. J'ai déjà évoqué les tempêtes hivernales. Lorsqu'un fort coup de vent ravage une forêt entière de conifères, il s'agit habituellement de boisements artificiels de pins et d'épicéas. Souvent implantés sur des sols endommagés, trop compactés par le passage des engins forestiers pour que les racines se développent correctement, leur ancrage est très insuffisant. Le fait que ces conifères soient chez nous beaucoup plus grands que dans leur habitat d'origine du nord de l'Europe et qu'ils conservent leurs aiguilles durant la mauvaise saison aggrave encore la situation. Leur importante prise au vent s'associe à l'effet de levier du tronc. Dans ces conditions, rien de plus normal que le système racinaire ne puisse remplir son office. Mais il existe aussi des phénomènes météorologiques auxquels même les forêts naturelles ne résistent pas, quoique les dommages soient habituellement très localisés. Les tornades. Leur vent tourbillonnant et les mouvements d'air qui changent de direction en quelques secondes mettent tous les arbres à rude épreuve. Comme les tornades se produisent souvent en association avec un orage et que, sous nos latitudes, ceux-ci surviennent essentiellement en été, une nouvelle composante entre en jeu, la présence du feuillage. Durant la saison normale des tempêtes, d'octobre à mars, les feuillus sont entièrement dénudés pour offrir un minimum de résistance au vent. En revanche, rien n'est prévu pour les intempéries inattendues en juin ou juillet. Si une tornade balaye alors la forêt, son tourbillon arrache et pulvérise les houppiers. Les chandelles déchiquetées que l'accident climatique laissera derrière lui témoigneront longtemps de la puissance des éléments. Les tornades sont cependant trop rares pour justifier une évolution des stratégies de défense. D'autres dommages associés aux orages sont beaucoup plus fréquents. Par exemple, la casse des houppiers par forte pluie. La quantité d'eau qui s'abat sur les feuilles en quelques minutes se chiffre en tonnes. Les arbres, tout au moins les feuillus, ne sont pas conformés pour gérer une telle pression. Le surcroît de poids qu'ils ont à supporter d'ordinaire est celui de la neige, en hiver, dont l'essentiel traverse la ramure puisque les feuilles sont déjà tombées. En été, le problème ne se pose pas et une pluie normale ne met ni hêtre ni chêne en péril. Tout arbre correctement développé ne devrait rien avoir à redouter d'une averse, même torrentielle. La situation se complique quand le tronc ou les branches sont mal formées. Une branche régulière forme un arc. Elle part du tronc, pousse un peu vers le haut, poursuit sa croissance horizontalement, puis s'affaisse légèrement. Cette forme lui permet d'amortir les pressions exercées par le haut sans se casser. C'est extrêmement important, car chez les vieux arbres, les charpentières peuvent mesurer plus de 10 mètres de longueur. Il en résulte d'énormes effets de levier qui exercent une pression importante à la naissance des branches. Certains arbres n'en préfèrent pas moins s'affranchir du modèle certifié. Chez eux, les branches s'éloignent du tronc, puis s'arrondissent pour partir vers le haut et continuer ainsi sans jamais changer de direction. Si un poids fait plier ces branches, elles n'ont pas l'élasticité nécessaire pour amortir la pression et se cassent, car les fibres du dessous de la branche, au niveau de la courbure extérieure, sont comprimées et les fibres intérieures distendues. Parfois, c'est le tronc lui-même qui présente des points faibles et s'effondre lors d'une pluie d'orage plus forte qu'une autre. Ainsi, la sélection naturelle exclut-elle de la course les arbres déraisonnables. Mais il arrive aussi que les arbres ne soient en rien responsables du trop grand poids qu'ils doivent supporter. Les mois de mars et avril peuvent être redoutables quand la neige, jusque-là légère et poudreuse, se transforme en lourde neige mouillée. La taille des flocons est le premier indicateur du danger. Quand elle atteint celle d'une pièce de 2 €, la situation devient périlleuse. La neige mouillée contient beaucoup d'eau et est très collante. Elle adhère aux branches et s'y accumule jusqu'à la rupture. Les arbres adultes y perdent beaucoup de branches. Chez les adolescents, toujours en attente de pouvoir grandir et s'épaissir, c'est plus grave. Avec leur silhouette dégingandée et leurs petits houppiers, ils cassent sous le poids des paquets de neige où ils s'effondrent et ne parviennent jamais à complètement se redresser.
Quant aux tout jeunes arbustes, leur petite taille les préserve encore des dommages de la neige pour quelques années. Regardez autour de vous, lors d'une prochaine promenade en forêt, vous découvrirez un nombre impressionnant de jeunes arbres définitivement courbés ou tordus. Le givre a des effets aussi dramatiques que la neige, mais quelle merveille! Les cristaux de glace dont il saupoudre la végétation magnifient n'importe quel paysage. Quand des températures négatives surviennent par temps de brouillard, les micro-gouttelettes d'eau en suspension dans l'air se transforment en cristaux de glace au contact des branches ou des aiguilles sur lesquelles elles se déposent. En quelques heures, toute la forêt est blanche, alors qu'aucun flocon de neige n'est tombé. Si la situation persiste plusieurs jours, des centaines de kilos de givre peuvent ainsi s'accumuler sur les ramures. Quand le soleil perce à travers les nuages, le spectacle est féerique. Mais les arbres souffrent et commencent à s'arquer dangereusement sous la pression. Malheur à ceux dont le bois présente des points de faiblesse. Un craquement sec résonne dans la forêt et le houppier tombe au sol. Cette conjonction de phénomènes atmosphériques se produit en moyenne tous les 10 ans. Un arbre est donc susceptible de devoir y faire face jusqu'à 50 fois dans sa vie. Le danger est pour lui d'autant plus grand qu'il n'est pas intégré dans une communauté de congénères. Les solitaires, tout environnés de brouillard glacé, sont beaucoup plus souvent touchés que les individus de forêts denses, vivant en réseau, qui peuvent s'appuyer sur leurs voisins. Au surplus, le vent ayant tendance à passer au-dessus des houppiers, en forêt, le givre s'accumule tout au plus sur les cimes. La météo a d'autres flèches dans son carquois, la foudre par exemple. Peut-être connaissez-vous ce vieil adage qui conseille, lors de la survenue d'un orage en forêt, d'éviter les chênes et de rechercher les hêtres. Il repose sur le fait que l'écorce des vieux chênes présente souvent de profondes balafres de plusieurs centimètres de largeur. Je n'ai jamais rien observé de tel sur le tronc des hêtres, mais en conclure que les hêtres ne sont jamais frappés par la foudre est inexact et dangereux. Les vieux hêtres sont aussi souvent touchés que n'importe quel arbre. Ils n'offrent pas plus de protection. La raison pour laquelle la foudre les endommage moins que les autres essences tient à l'absence d'aspérité de leur écorce. Lorsqu'il pleut lors d'un orage, l'eau qui ruisselle sur la longue colonne du tronc forme un film continu. L'eau conduisant l'électricité beaucoup mieux que le bois, le courant le parcourt seulement en surface. L'écorce des chênes, elle, est rugueuse. L'eau qui s'écoule sur le tronc forme des petites cascades, des centaines de mini-chutes d'eau qui s'égouttent sur le sol. La décharge électrique, constamment interrompue, se propage à l'intérieur de l'arbre. Or, le bois humide des cernes annuelles externes, qui assurent le transport de l'eau au sein de l'arbre, est peu résistant. L'importante quantité d'énergie qui parcourt le tronc le fait exploser et imprime durablement les séquelles de ce qu'il a vécu dans l'écorce. Avec leur écorce profondément fissurée, les Douglas, originaires d'Amérique du Nord, présentent un tableau clinique identique. Mais il semble que leurs racines soient beaucoup plus sensibles. Dans mon seul district, j'ai déjà eu 2 fois l'occasion de constater, après un orage, qu'un Douglas frappé par la foudre n'était pas le seul arbre à avoir péri, mais également 10 autres de ses congénères dans un rayon de 15 mètres autour de lui. Ils étaient donc manifestement reliés par leurs racines à la victime de la foudre, qui, cette fois-là, ne leur a pas transmis des nutriments, mais une décharge électrique mortelle. Des orages à forte activité électrique peuvent déclencher des incendies. J'ai vécu cela une fois, quand des pompiers sont intervenus en pleine nuit pour éteindre un petit feu dans la forêt communale. L'arbre qui avait été foudroyé était un vieil épicéa creux. Les flammes qui dévoraient le bois pourri à l'intérieur du tronc, à l'abri de la pluie torrentielle, s'élevaient haut dans le ciel. L'incendie fut rapidement éteint, mais même sans aide extérieure, il ne se serait pas passé grand-chose. La forêt alentour étant complètement trempée, une propagation des flammes était très improbable. Dans le centre de l'Europe, les feux de forêt n'ont pas été anticipés par la nature. Les feuillus, qui autrefois prédominaient, ne s'enflamment pas car leur bois ne contient ni résine ni essence végétale. Il en résulte qu'aucune espèce n'a développé de mécanisme quelconque qui réagirait à la chaleur. Cela existe ailleurs.
Les chênes-lièges du pourtour méditerranéen le prouvent. L'écorce épaisse dont ils sont revêtus les isole de la chaleur des feux rampants. L'aubier n'étant pas touché, les bourgeons dormants qui se trouvent sous l'écorce peuvent rapidement se développer et former de nouvelles branches après un incendie. Plus au nord, seules les monotones plantations d'épicéas et de pins, dont le tapis d'aiguilles s'assèche comme du papier, peuvent devenir la proie des flammes. Mais pourquoi diable l'écorce et les aiguilles des conifères contiennent-elles autant de substances inflammables? Si les incendies sont communs dans leur aire naturelle de répartition, ils devraient difficilement s'enflammer. En réalité, s'ils ne sont pas équipés pour résister aux flammes, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de feu. Un arbre, comme le vieil épicéa de Dalecarlie, qui a dépassé l'âge canonique de 9000 et quelques années, n'existerait pas si un incendie ravageait les forêts tous les 200 ans. Pour moi, ce sont les hommes qui, depuis des millénaires, sont responsables de la destruction des forêts par le feu, par négligence et sans volonté de nuire, par exemple en faisant cuire leurs aliments. Les causes naturelles, comme la foudre, qui est effectivement à l'origine de quelques petits foyers localisés, sont des phénomènes trop rares pour que les espèces européennes y aient développé une adaptation. Tendez l'oreille la prochaine fois qu'il sera question des origines d'un incendie de forêt aux informations. La plupart du temps, c'est l'homme qui est incriminé. Il existe un autre phénomène, moins dangereux, mais pas moins douloureux pour les arbres, dont j'ai longtemps ignoré l'existence. Notre maison forestière est située sur une arête à près de 500 mètres d'altitude. Les ruisseaux profondément encaissés qui nous environnent ne causent pas de nuisance à la forêt, au contraire. Il n'en va pas de même des cours d'eau plus importants. Leurs crues régulières ont entraîné la formation d'écosystèmes tout à fait particuliers sur leurs rives, les ripisylves. Les essences susceptibles de s'implanter dépendent du type et de la fréquence des crues. S'il y a du courant et si les hautes eaux se maintiennent plusieurs mois par an, le paysage sera composé de saules et de peupliers. Ces espèces supportent les longues stations dans l'eau. Ces conditions, que l'on rencontre habituellement à proximité des berges, forment la ripisylve de bois tendre. Plus loin du cours d'eau, et souvent quelques mètres plus haut, les débordements sont plus rares. Ils se produisent à la fonte des neiges au printemps et forment de grandes nappes où le courant est peu important. En règle générale, l'eau s'est retirée au moment du débourrement. Ces conditions conviennent bien aux chênes et aux ormes. Ils composent la ripisylve à bois dur, un écosystème qui, au contraire de celle à bois tendre, est très sensible aux hautes eaux estivales. Si elles se retrouvent les pieds dans l'eau, ces essences d'ordinaire robustes risquent de dépérir par asphyxie de leurs racines. C'est cependant l'hiver qu'un fleuve peut infliger aux arbres des blessures vraiment douloureuses. Lors d'une excursion dans une ripisylve de bois dur du cours moyen de l'Elbe, j'ai été frappé de découvrir que la totalité des troncs présentait des entailles. Surtout, toutes ces blessures étaient situées à une même hauteur de 2 mètres. Je n'avais jamais vu une chose pareille et me perdais en conjectures. Les autres membres de notre groupe étaient tout aussi perplexes. Jusqu'à ce que le représentant de la réserve de biosphère, le label international attribué par l'UNESCO à des espaces protégés dont l'objectif est d'assurer la bonne conservation des éléments de la biodiversité, nous apprenne que les blessures étaient dues à la glace. Lors des hivers particulièrement rigoureux, si l'Elbe gèle, de gros blocs de glace se forment. Au printemps, quand l'air et l'eau se réchauffent, ils dérivent dans les eaux en crue parmi les chênes et les ormes et heurtent violemment les troncs. Le niveau du fleuve étant uniforme, les arbres sont tous blessés à la même hauteur. Si le réchauffement climatique s'installe, la débâcle de l'Elbe fera un jour partie du passé. Mais avec leurs troncs balafrés, au moins les arbres les plus vieux, qui ont connu toutes sortes d'aléas climatologiques depuis le début du XXe siècle, témoigneront-ils encore longtemps du phénomène.